j'avais déjà fait une vidéo sur Hurlement et le loup-garou de Londres, mais j'étais jeune, je crevais de faim et YouTube décida de démonétiser la vidéo pour violence ou je ne sais quoi. Ce qui, dans un monde déconstruit, avouons-le, est normal. Me revoilà donc avec une nouvelle version qui sera suivie du loup-garou de Londres, bien sûr. Tourne-toi maintenant, Karen. Je te dois bien ça. Sortant du bricolage, mais ayant eu un succès fracassant avec son Piranha qui arrive très bientôt aussi, Joe Dante va travailler sur un mythe du fantastique aussi fort que celui des vampires, les loups-garous. Avec un casting de vieilles gueules de cinéma, voire de jeunes, et un des rois du maquillage. Les vampires sont bien sûr plus souvent en salle, mais en 1981 et 1982, deux films vont tout révolutionner. En effets spéciaux et en choc, le loup-garou de Londres de John Landis donc, qui suivra cette vidéo et qui sortira l'année d'après, et ce hurlement. Une histoire parfaite et rare nous narrant celle de Karen White, journaliste de télévision à Los Angeles qui enquête sur un tueur en série nommé Eddie Quist. Oui, bien sûr, je suis seule. Tu portes la robe que je t'ai dit de mettre. En coopération avec la police, elle prend part à un piège pour capturer Eddie en acceptant de le rencontrer dans un sex club, Miaou. Alors que Quist force la journaliste à regarder une vidéo de viol, il est abattu par les forces de l'ordre alors qu'il a l'air de se transformer en quelque chose qui choque tellement Karen qu'elle va en refouler la vision au plus profond d'elle-même. Traumatisé donc et souffrant d'amnésie, son thérapeute, le docteur George Wagner, décide de l'envoyer avec son mari Bill dans un centre isolé à la campagne où ses patients prennent du repos, la colonie. Il a dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. C'est votre communauté? Cet endroit est rempli de personnes étranges, dont une nymphomane sensuelle nommée Marsha, qui va tenter dès le départ de séduire Bill, le mari. Je cherche ma femme. Pourquoi? Ce dernier est attaqué et mordu par un loup-garou. Changé, Bill revient vers Marsha et a une relation sexuelle avec elle. Durant leur étreinte, leur corps se métamorphose. Karen, sentant son mari s'éloigner d'elle et perturbée par des hurlements la nuit, appelle à son secours son ami et collègue Terry. Celle-ci, avec son compagnon Chris, sont en train d'enquêter sur Eddie Quist, dont le corps a disparu de la morgue, et font le lien avec les légendes des loups-garous. Non, le véritable loup-garou peut changer de forme quand il veut, que ce soit le jour ou la nuit. C'est pour ça qu'on peut jamais les pincer. Le scénario sera écrit par le grand John Sayles, qui a écrit Piranha déjà, Les Mercenaires de l'espace de Jimmy T. Murakami, dont j'avais parlé, les chroniques de Spiderwick de Mark Waters, et va réaliser plusieurs films, dont le formidable Lone Star, et sera aidé par Terence H. Winkless, d'après le roman The Howling de Gary Brandner. Eddie. My friend Mike Fennella was working on a werewolf picture called The Howling, which divested itself of its director and had a not very good script. And he asked me if did I want to come over and do that. My friend Terry Winkless and I tried to fix the script, but we couldn't really do it. So I called in John Sayles again, who had done Piranha, and he did a great job. La lycanthropie, capacité de se transformer en loup-garou, est une malédiction, un mauvais sort, ou j'en passe. Le montage, lui, est réalisé par Joe Dante et Mark Goldblatt, le futur réalisateur de Flics ou Zombies et du Punisher avec Dolph Lundgren que vous avez sur la chaîne, et qui sera un de grands monteurs sur de grands chefs-d'œuvre comme le premier Terminator, Rambo 2, Commando, Predator 2, Terminator 2, Le Dernier Samaritain, True Lies, Starship Troopers et tant d'autres, dont la plupart des vidéos sont sur la chaîne, voire toutes à part True Lies. La photographie est de John Hora, qui va travailler avec Dante sur Gremlins 1 et 2, Explorers ou Panic à Florida Beach. I think the essential difference is that everybody that did The Howling was familiar with the Universal films. The Universal films, I think, would only have echoed legends and tales. It seemed like it would be more fun to try to take the myth into the 80s. Joe picked up on the rules of the werewolf and decided that would be a strong element to structure the story.
Le tournage a lieu en mai 1980. Il se déroule à Los Angeles et dans d'autres villes en Californie, comme Mendocino et Westlake Village. Qui dit film de loup-garou dit bien évidemment transformation. C'est même le plus important, c'est ce qu'on a envie de voir. On y va pour ça, bordel de merde. Rick Baker est d'abord engagé, mais il s'est aussi engagé sur le loup-garou de Londres de John Landis, qui le titille un petit peu plus. Il va donc demander à son ex-ami et protégé Rob Bottin à l'époque de travailler sur le film. C'est Landis qui lui va remporter l'Oscar des maquillages pour Les Loups, mais Bottin travaille déjà sur le film que personne n'oubliera, le The Thing de John Carpenter, donc il s'en fout. Il fait son premier travail solo sur le Piranha de Joe Dante, Fog de John Carpenter, la quatrième dimension de plusieurs réalisateurs, dont j'ai parlé aussi, Explorers de Joe Dante, Legend de Ridley Scott, Les Sorcières d'Eastwick de George Miller, L'Aventure intérieure toujours de Joe Dante, Robocop et Total Recall, Basic Instinct de Paul Verhoeven, Seven, Fight Club de David Fincher ou Le Mission Impossible de Brian De Palma avant de se retirer à cause des effets digitaux et puis parce qu'il en avait un petit peu marre de cette industrie de merde. Vous avez beaucoup de ces titres qui sont dans les vidéos aussi. Il va nous donner ici de remarquables séquences de mutation en direct et parfaitement exécutées, ce qui va nous laisser sur le cul à l'époque. Alors certes, le loup-garou de Londres aussi, mais bordel, qu'est-ce que j'aime ces loups. Ces effets seront une des raisons sans doute du succès du film et sont créés pour Rob Bottin et Baker par de jeunes gars au talent fou, entre 20 et 30 ans, 21 pour Bottin ici. Ils vont créer de nouvelles techniques ici afin que l'art ancestral du maquillage évolue avant de disparaître par les effets digitaux. Hurlement sera donc le premier film, puisqu'il sera avant à montrer en gros plan et sous toutes les coutures la transformation d'un homme en loup-garou, sans trucage optique ou fondu. Le loup-garou de Londres, lui, ira beaucoup plus loin puisqu'il va faire le corps en entier. Impossible à faire en une seule prise, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. L'on en a vu avec des fondus enchaînés et des poils apparaissants, mais jamais de cette manière. Et cela fait 20 ans que cela dure à l'époque. Les changements de technique et leurs coups vont changer, les corps souffrent, se distendent, se déforment, l'on entend muscles et os craquer et changer. Une véritable torture pour certains, comme dans le loup-garou de Londres par exemple, ou une acceptation de son être véritable, comme celui d'Eddie Quist, qui lui semble jouir littéralement de ses transformations en les montrant non seulement à l'écran, mais surtout à sa future victime, terrifiée et incapable de bouger. Tout va bien sûr partir du maître Dick Smith qui va lancer de nombreuses carrières. Il a été le spécialiste du vieillissement comme Dustin Hoffman dans Little Big Man d'Arthur Penn et va confectionner ceux de L'Exorciste de William Friedkin ou le The Fury de De Palma et plein d'autres. De quoi avoir envie de faire ce métier et d'innover. Les petites poches gonflables d'ailleurs appliquées sous du latex donnant l'illusion que la peau gonfle seront largement utilisés par Bottin et Rick Baker que Dick Smith leur avait appris à utiliser, Baker étant un ancien élève de Smith. Une rencontre alors que Rob Bottin n'a que 14 ans et déjà fan de Rick Baker. En effet, il va lui envoyer un dessin de Lon Chaney Jr. pour avoir un autographe de Rick Baker, mais Baker va lui faire un plus beau cadeau, une photo 20 par 25 de ses travaux, une signature. Lui est un peu déçu, mais surtout, derrière la photo, son téléphone. Après plusieurs travaux, il rencontre John Carpenter qui va le faire travailler sur Fog, jouera même le rôle de Blake, le chef des Pirates Fantômes, je l'avais expliqué dans la vidéo. Son travail ultra rapide, une nuit pour le fantôme avec les verres sur le visage, c'est impressionnant, va tellement impressionner le réalisateur favori que vous savez que j'ai, que j'aime et que j'aimerais toujours. John Carpenter va l'engager sur son chef-d'œuvre The Thing. Mais revenons à Hurlement. Rob Bottin a le choix, le producteur du Loup-garou de Londres le veut, mais celui d'Hurlement aussi, bien moins d'argent sur le second, mais ce qui le motive, c'est qu'il aura une liberté totale pour travailler ses loups.
Rick Baker va donc travailler avec lui jusqu'à ce que le film de John Landy soit trop tentant et il va laisser son poulain sur le film de Joe Dante, Hurlement, en totale liberté. Baker va commencer à travailler sur des croquis et des esquisses de ce qu'il imagine et des modèles de quelques têtes de monstres et il est à fond sur le film du Loup-garou de Londres, mais tient à vérifier que tout va bien sur Hurlement de Joe Dante, mais il lui laisse quand même les mains libres aux robes. Enfin, c'est ce qui est dit. L'animation est un temps envisagée, on le voit sur un plan final pas trop dégueulasse, mais sera aussi un des seuls trucages ratés du film en dessin animé, puisque c'est la fin de la scène d'amour devant le feu qui, il faut bien le dire, ce n'est pas ce que l'on a vu de mieux. Pendant le tournage, même le réalisateur ne sait pas à quoi s'attendre et avait surtout peur avec son scénariste que le budget ne permette pas le travail de Rob Bottin. Sur le script, en effet, une seule phrase de description faiblarde pour les transformations, il se transforme en loup. On va travailler avec ça. Rob Bottin va dépasser son quota de sculpture afin de trouver l'aspect final qu'auront ces loups, dont une dizaine de têtes différentes, et ce couillon va les péter sans les garder, il s'en mordra les doigts un long moment, nous aussi. Il va revenir sur un des premiers dessins qu'il avait fait, et Robert Picardo, qui joue Eddie Quist, va subir les plaisirs d'heures infâmes de long maquillage à attendre et souffrir, un Eddie Quist que l'on n'est pas prêt d'oublier puisqu'il sera le seul loup que l'on verra se transformer complètement, et de plein pied. Cinq moulages de tête de Robert seront nécessaires et c'est du visage qui va partir pour en faire le loup. Il va déformer ce visage sous les masques, sur les masques, allant de plus en plus profond dans l'idée de l'animal en lui en accentuant ses traits. Le travail fini sera tellement bon qu'il sera même monté en grade de producteur associé et rêve déjà de mise en scène, s'étant mis à travailler en étroite collaboration avec le directeur de la photo et John Murray, le chef électricien. J'aime les femmes qui ont des voix sexy. Il est quelque part le metteur en scène de la meilleure scène de transformation vue à l'écran, pour l'instant, puisque l'autre film n'est pas sorti. Et pourtant, il doute le Rob jusqu'à un coup de fil inattendu de Dick Smith qui va venir voir son travail à l'écran et le féliciter pleinement. De son côté, Rick Baker va apprendre du travail de Rob Bottin et créer une des plus belles séquences pour son Loup-garou de Londres, cette fois-ci, puisqu'on apprend toujours des erreurs des autres. Maintenant, malgré les deux petits défauts, une animation ratée donc et un maquillage final de Dee Wallace qui ressemble plus à un petit chat apeuré qu'autre chose, n'oublions pas une chose extrêmement importante, le budget du film qui n'est que d'1 petit million de dollars. 1 million! On ne ferait carrément rien avec aujourd'hui. Le film va rapporter presque 18 millions de dollars, un succès et plus d'1 million et 210 000 entrées en France. Dee Wallace est donc Karen White, reporter en proie à des cauchemars et angoisses qu'elle refoule clairement, et son psychiatre va l'inviter dans cette communauté qui vit tranquillement. Doublé par Martine Messager, Dee Wallace va nous servir un personnage très bon, très bien joué, comme elle nous l'a souvent prouvé dans le fabuleux Cujo de Lewis Teague dont je vous avais parlé, et bien sûr en maman d'Eliot dans le E.T. de Steven Spielberg. Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes. Bref, une excellente actrice, souvent sous-cotée. Elle a aussi été vue dans La colline à des yeux de Wes Craven ou le Critters de Stephen Herek. Ce soir, je vais vous montrer quelque chose. Et jouera dans le film de Peter Jackson en tarée psychopathe Patricia Ann Bradley dans Fantôme contre Fantôme dont j'avais aussi parlé. Qui vous convaincra aussi. Mordue, elle va devenir un loup-garou devant les écrans télévisés. Elle veut avertir la population de l'existence des loups, se transformant donc en direct. Le studio choqué, alors que les spectateurs n'y voient qu'un trucage sans être convaincus. I said, what? What is it about the scene? He said, well, yeah, I was just, so are you coming to the set that day? He said, well, I think it would be a little uncomfortable. I said, I think it'd probably be mostly uncomfortable for me.
So I went drinking that night. We were shooting at night, and it's kind of cold in Mendocino, and there's a fire, and they're supposed to, make love. And Elle ne voudra pas voir la scène de son fiancé nu avec Marsha et ira se saouler à la place, que je peux comprendre quand on voit son chéri tout nu sur une demoiselle de cette qualité. Comment ça va entre vous et Bill? Patrick Macnee, notre John Steed préféré de Chapeau melon et bottes de cuir, est ici un psychiatre, le docteur George Wagner, loup-garou aussi, mais essayant, lui, de créer une communauté afin de pousser ses compères à essayer de vivre avec les humains et non les dévorer. Docteur! Allons, Karen. Son nom vient de films dans lesquels il est utilisé, comme dans Le Loup-garou réalisé par le Wagner en question en 1941. As-tu le temps, il vous aurait amené à nous, vous aussi, et vous auriez partagé notre secret. C'est ça. Malheureusement, les loups-garous en ont marre de bouffer des vaches et veulent bouffer de l'humain. Dans son bureau, on peut voir une photographie de Lon Chaney Jr., un acteur qui est connu pour avoir incarné un loup-garou dans plusieurs films Universal Monsters. Karen, si vous êtes prête à accepter le don, nous pouvons encore vous rendre Bill. Ici, c'est le fantastique Jean-Claude Michel à sa voix française, du bonheur pour moi, et non pas Jean Berger malheureusement, comme dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, mais bon, ça passe très bien. Et on le verra aussi dans le film adapté de la série Chapeau melon, de Jérémy Hachichik, mais il sera en homme invisible, le colonel Jones, qui donne les infos. Alors si vous ne connaissez pas sa voix en anglais par cœur, c'est non devinable, parce qu'en VF, c'est pas du tout la voix. Hello. Oh, hello. Brenda told me to expect you, Steve. Il jouera dans Colombo, Galactica, Magnum et sera malmené de façon très drôle dans le Dangereusement Vôtre par Roger Moore en James Bond. Chris est un ami de Karen qui va mener l'enquête sur les loups, qui perdra sa copine et va abattre Karen en direct alors qu'elle se transforme devant les caméras. Coupez vite! Joël Martineau, voix française appréciée, le double ici. Il n'est pas surpris, il attend, il comprend son enquête et va aider Karen à sortir de la communauté. Il sera acteur et réalisateur pour la télévision. R. William, Bill, Neil et le petit ami de Karen et mari de Dee Wallace bientôt puisque ce sont fiancés. Karen! Karen! And then they couldn't find anybody to play my husband. And Chris and I were engaged at the time. Knew if I'd said, you ought to read my fiancé, that was going to be the first thing that they were going to not do. J'essaie de retaper les corps des membres de mon club de gymnastique. Ma femme Karen. Salut. Ah, très heureux. So I said, I know this actor. God, what's his name? Christopher Stone. So they found him and they called him in and he went in and read and he got the part on his own. Dan called, I don't know, the next day and I picked up the phone and he went, "Oh, Dee, I'm sorry. I was trying to get Christopher Stone. I guess I dialed the wrong number." And he said, "No, you dialed the right number." There was this long pause and he went, "Oh, you're not telling me this. You're not telling me that you guys..." I said, "Yeah, we're engaged." Il va se laisser séduire par Marsha, la sœur d'Eddie Quist, qui va le mordre et en faire un loup. Et ils auront cette petite scène de fion dont tout le monde se rappelle, puisque la demoiselle se met nue devant nous, devant le feu, en pleine nature, se transformant en pleine copulation animale. C'est le grand Sadie Rebaud qui le double en plus, et l'acteur a été vu dans nombre de films comme Cujo, où la séduction avec Dee Wallace prendra forme et va jouer dans un nombre incalculable de séries télévisées lui aussi. C'est la chambre typique d'un jeune Américain typique. Carrie Fisher, copine de Karen, Chris et Will, va elle aussi mener l'enquête jusqu'à ce qu'Eddie en face du Glooby-Boulga. Elle est doublée par la grande Sylvie Fate et on la reverra dans Gremlins en Madame Jo Harris. Elle a joué dans le Explorer, dans Gremlins 2, dans un cinéma et le très bon Panic à Florida Beach, voire même le Piranha, poursuivi par les bestioles. Sa chambre, celle qu'on est allé voir ici, il a exactement la même. Chris. Cannonball. And Susie had suggested her for Piranha. And we met her and we did Piranha, and she was great and very, very tolerant of the
stuff we put her through. I mean, we C'est ici à la colonie. C'est vrai, Chris. dragged her from the back of a motorboat with rubber fish on her, and I mean, it was like what a trooper. And she was wonderful and very charming and natural. And so when it came time to do the Howling, there was this sort of second banana character who, of course, gets killed. And there was obviously this was the girl. I mean, she gets killed in almost every picture she makes. She's perfect for this. Bref, une actrice de ces Joe Dante avant de finir sur la voisine de Small Soldier. Bonjour, Karen. Eddie. Je suis content que tu sois venu. Eddie Quist est donc interprété par Robert Picardo, lui aussi un grand habitué de chez Joe Dante et roi des personnages maquillés. J'avais envie de te revoir. Ardo was another discovery of Susan Arnold's, and the audition scene that we did was the scene in the booth. Can I turn around and see you? Bob came in and did this reading with Susan. Au téléphone, tu as dit que tu voulais qu'on se connaisse mieux. I sat her in a chair, and I got behind her and would not let her turn her head and look at me. And I just came right over her shoulder. Eh bien voilà, maintenant je suis là. Regarde-moi. I think the reason I was hired was I creeped her out. It was immediate that this guy was, great. He was a terrific actor. And he had one other major characteristic, which was he was willing to sit still for Rob Bottin to cover him with latex and all that other stuff that he does for hours and days. François Leccia est à sa voix française et sa filmographie nous donnera Explorers où il joue 3 personnages, Starkiller et Wok est le père de Wok et Nick, donc les extraterrestres. Il est la sorcière Meg dans le Légende de Ridley Scott, le cow-boy de l'aventure intérieure, la voix du conducteur taxi-robot dans le Total Recall de Paul Verhoeven, Forster dans Gremlins 2, Howard qui gère le cinéma dans Panic à Florida Beach et restera pour beaucoup le médecin de Star Trek Voyager. Bref, un acteur que l'on adore et qui en a chié beaucoup sur les maquillages. Et qu'elle a l'air de se figer comme la dernière fois, passez tout de suite à la pub. À vous, Karen. Fred Francis est le responsable de Karen à la télévision, joué par le héros de l'invasion des profanateurs de Sépulture de Don Siegel, dont j'ai parlé il y a peu, Kevin McCarthy, apparaissant dans le remake de 78 de Philip Kaufman. Des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux. Et si nous les laissons faire? Il jouera lui aussi chez Joe Dante sur l'aventure intérieure, le sketch de la 4e dimension, Piranha, Panic à Florida Beach où les Looney Tunes passent à l'action. Pareil que ses collègues, la télévision et les séries lui donneront beaucoup de travail et Claude Joseph est à sa voix française. Ça n'a pas été facile de l'amener. La vieille garde des loups est représentée par des acteurs plus ou moins connus comme ce cher John Carradine en Earl Kenton. Earl Kenton, là aussi nom d'un réalisateur de La Maison de Frankenstein en 44 et La Maison de Dracula en 45. C'est trop dur cette saloperie. J'ai mis dans qui foutent le camp. Il est pour avoir sa livre de chair bouffée de l'humain, qu'il ne voit que comme du bétail et se lâcher dans la nature. Lui, il n'aime pas les vaches. Le grand George Atlas en plus est à sa voix et il fait partie des loups qui veulent leur supériorité sur les humains malgré son grand âge. Comme on a toujours fait. Élever du bétail pour nous repaître de sa chair, ça n'a pas de sens. Il a joué dans plus de 350 films et plus de 500 si on compte ses apparitions à la télévision et aura pour fils les acteurs David, Peace et Robert Carradine. Comme Earl, Sam Newfield est joué par Slim Pickens, doublé par le formidable Jack Dinham qui tient la communauté. Il est un artiste de rodéo et acteur américain et aura surtout interprété des rôles de cow-boy au cours de sa carrière. Vous devriez entraîner un chien à vous rapporter les balles. Bonjour, Sam. Salut. Mais l'on se souvient de lui tout particulièrement pour le talent comique qu'il déploie dans Dr. Folamour de Stanley Kubrick et dans Le shérif est en prison de Mel Brooks. Il est d'ailleurs ici le shérif de la communauté. Ah, mais je vous ai vu à la télévision, non? Merci. Charlie Barton, qui fait aussi partie de la communauté, est interprété par Noble Willingham, vu dans le Chinatown de Polanski, le Brubaker de Norman Jewison, et j'avais parlé de lui dans le Vengeance aveugle de Philip Noyce et le salopard, rappelez-vous, du Dernier Samaritain de Tony Scott, sans oublier Fire in the Sky de Robert Lieberman que vous avez sur la chaîne. Le film contient plein de petites apparitions, dont celle du producteur Roger Corman, qui va lancer la carrière de Joe Dante en produisant ses 2 premiers films, et que l'on peut voir quand Karen White sort de la cabine téléphonique pour que lui y rentre.
Parmi les différents caméos, on peut également citer celui de Forrest J. Ackerman, Bon, dites, vous achetez ou vous les laissez? Je pourrais plus les vendre si vous les laissez. fondateur de Famous Monsters ou Filmland, et qui apparaît dans une librairie avec d'ailleurs 2 numéros de son magazine entre les mains. C'est vrai qu'on ne peut le tuer qu'avec des balles d'argent. Bien sûr, c'est même le seul moyen de se débarrasser de ces sales bêtes. Librairie d'ailleurs tenue par l'acteur, encore une fois, de chez Joe Dante, qui joue dans tous ses films, Dick Miller, un regretté qu'on avait vu aussi en Marchand d'âme dans le premier Terminator, qui est l'un d'un plus voir dans pratiquement donc tous les films du cinéaste, et qui fournira livres sur les bestiaux et des cartouches en argent pour pouvoir buter les loups-garous. Mais c'est de l'argent, il faut que je voie avec le bijoutier combien je dois lui en demander. C'est Jacques Balutin à sa voix parfaite. Il y a de la visite, Eddie. Et nous avons John Sayles, le scénariste, qui sera l'employé à la morgue. Qu'est-ce que c'est? Mick Garris aussi apparaît quelques secondes, le futur réalisateur d'adaptation de Stephen King, comme La Nuit déchirée. Et n'oublions pas celle qui clôt le film, Marsha Quist, la sœur d'Eddie, qui va séduire William et nous montrera toute sa nudité. Merci à elle. Le rôle était initialement proposé à Annette Haven, une reine du porno, mais l'actrice trouve le scénario trop violent. Qu'est-ce que tu vois? Qui est là, Karen? Qu'est-ce que tu vois, Karen? Qui est là, Karen? Chris, regarde la porte. C'est possible que quelqu'un ait volé le corps? Certains à l'époque vont penser que le compositeur Pino Donaggio va nous lâcher une pâle partition sans saveur, plutôt conventionnelle, mais s'écoutant sans déplaisir sur hurlement. Bon, cette dernière affirmation est juste, c'est sans déplaisir, mais par contre pour le reste, c'est loin d'être vrai. La partition est bien variée avec des thèmes dont celui obsessionnel des transformations et des flashbacks et les loups avec ses chœurs et voix parfaites. Une musique qui deviendra très vite un grand classique de la composition du film d'horreur, et seule la rencontre avec Jerry Goldsmith arrêtera la collaboration avec Joe Dante et ce compositeur excellent. Il va travailler avec Brian De Palma, le Pino, et sortira dans son entièreté chez La La Land pour Hurlement, alors que seule une partie n'était disponible que sur un Vares Club ultra rare que j'étais fier de posséder. Une musique pour Hurlement écrite pour orchestre et synthétiseur et quelques voix étranges, le score de The Howling apporte son lot de mystère, de frissons et de terreur dès son ouverture fabuleuse et terrifiante. Souvent tonal mais avec 2 beaux thèmes, sombres et mystérieux, l'on pense à Bernard Herrmann avec ses cordes et ses pianos, puisqu'à l'instar du compositeur d'Alfred Hitchcock, Donaggio sera souvent engagé sur des thrillers. Les voix provoquent parfois un malaise, surtout pendant la vision du film, et nous fait explorer toute la grande inventivité de ce compositeur sous-coté mais tellement grand, avec un love theme inévitable ici et parfaitement utilisé pour la relation entre Karen et William. Bref, c'est que du bon. Un morceau, Hunting for Shadows, reste cependant assez kitsch et tranche sévèrement avec le reste du score lors d'une scène de chasse avec batterie et vieux synthé. C'est assez bizarre, on se demande même si c'est lui qui l'a composé. L'orgue donne dans le gothique sur certains passages et passe de l'avant-gardisme au classique en quelques notes, du bonheur avec des notes. Comme le film, la musique devient de plus en plus inquiétante, où thèmes et dissonances se rejoignent pour notre grand bonheur, dont le Eddie Lives Again qui accompagne bien sûr la belle transformation d'Eddie, tout cuivre massif et électronique étrange. Une musique indissociable du film, un vrai score de thriller et d'épouvante ici, parfois excentrique, mais pour le meilleur. Il évite les notes faciles et son travail est évident, comme en parle d'ailleurs le loup-garou musical Bruno Communal dans son livre dont vous avez le lien en description. Une vraie musique de série B mais écoutable avec un plaisir infini.
Hurlement est remarquable de bout en bout de par son histoire et sa qualité technique absolument impeccable à 2-3 petits défauts près, mais pour un tout petit budget d'1 million de dollars, eh ben ça passe crème. Le film renouvelle carrément le genre sur la lycanthropie, ajoute sa petite pointe de comédie et de référence, et donc, comme le film suivant, pas sérieux à 100%, mais loin d'être une parodie. Regarde. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Le but des loups étant d'essayer de s'intégrer à la vie humaine, même si certains craquent un peu et mutilent et tuent, ne pouvant résister à leur instinct animal. Un film réalisé comme une série B et au second degré assumé, mais qui reste étonnant par son mélange d'horreur et d'effets spéciaux saisissants. Nous sommes divertis, c'est certain, le film est réussi, c'est clair et net, et je ne ferai pas de concours de beat avec le Loup-garou de Londres qui sortira l'année d'après. J'aime les deux. Point barre, et ça nous prouve que Joe Dante, avec son piranha et ses hurlements, va vite entrer dans la cour des grands et a raison. Huit volets, eh oui, 8 volets en tout sur Hurlement existent. Arrêtons-nous au premier, voire le deuxième, et encore. Reste que ce premier sera bien sûr décrié aussi, puisque les critiques à l'époque lui préfèrent le John Landis. Ils n'ont pas tort quelque part, mais Hurlement, premier du nom, a le mérite de son originalité à défaut d'un scénario réellement travaillé par une envie de série B aboutie et des scènes inoubliables, ce qui, à notre époque, n'existe plus, il faut l'avouer. Pour moi, même si le Loup-garou de Londres reste un chef-d'œuvre, les plus beaux loups-garous du cinéma sont ceux de Hurlement, une série B qui fait la part belle par son ambiance d'époque et qui me donne envie de donner à ce film la très bonne note de 6 poils sur 6, un grand petit film qui lancera Joe Dante à Hollywood. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui va vous permettre d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub, mais avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref, plein de choses. Mais j'ai pas les poils de loup-garou. Mais même Jennifer Connelly en achète et les porte très très bien. Vous avez aussi le lien en description, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si vous en avez envie, uniquement, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Saignant.